book about trees. It's a book about how these old trees are in a society. And there's so much like us. We live in societies. And in those societies, there's so many things going on. It's complex. Trees have complex lives. They know what their neighbors are doing. They communicate with them. And so they're in this constant conversation, helping each other out. And that's the point I want to make with my book, is that we are so similar to forests, that they're caring societies. They look after each other. They're about their relationships. Bon. Ça manque de nuances un peu quand même. Il y a du travail à faire. Bon, on est bon, je pense. Oh, un peu mal au ventre par contre. Non, les plantes ne parlent pas. En tout cas, pas vraiment. Mais vous vous en doutez sûrement, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce sujet-là. Il va y avoir quand même beaucoup de nuances à apporter et aussi beaucoup de choses intéressantes à apprendre. Bref, moi c'est Louis, étudiant en biologie, et bienvenue dans le premier épisode de C'est-tu vrai, qui porte sur la communication des plantes. Je suis loin d'être un expert sur le sujet, donc comme tout ce que vous voyez sur Internet, n'hésitez pas à garder votre esprit critique quand vous voyez ma vidéo. Et si vous trouvez que je dis n'importe quoi, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Pour en revenir à la vidéo de Susan Seymour qu'on a vue au tout début de la vidéo, même si son discours peut paraître un peu trop sensationnaliste parce qu'elle va apporter certaines informations comme des faits en donnant pas assez de nuances, je pense quand même qu'il y a certaines informations ou une partie de son discours, certaines valeurs qu'elle va transmettre qui sont quand même pertinentes à garder pour le grand public. Surtout vers la fin, elle explique comment il est important que les humains se rapprochent de la nature et qu'on réalise l'importance de celle-ci et comment nous, les humains, en tant qu'espèce, on en fait aussi partie. And we owe them, our livelihoods. And yet, what we do and what I talk about in the book is we exploit these forests as though they're not intelligent or have wisdom. And yet we're undercutting our ability to have our needs met through this, by using them without respect. Because these trees, they cycle our water, they clean our air, they store carbon, they house biodiversity. These creatures are so important in our lives. And if we lose them, we lose ourselves. So in my book, I invite you back to nature, to reconnect with forests, to show them respect. Évidemment, ça ne s'applique pas seulement aux forêts, mais bref, ça reste des bonnes valeurs auxquelles je tenais à ajouter plus de nuances et de contexte. Parce que je suis de l'avis que plus on en apprend sur la nature, plus on se rend compte de sa valeur et de l'importance de toutes ses facettes, et plus on cherche à la protéger. Maintenant, avant de rentrer dans les technicalités, un peu d'histoire. À l'Antiquité, des philosophes occidentaux, dont Aristote, bien évidemment, étaient convaincus que les plantes étaient des êtres immobiles et incapables de sensation. On avance ensuite dans le temps jusqu'au fameux Charles Darwin à la fin du 19e siècle.
C'est une figure majeure en biologie évolutive, mais aussi dans le comportement des plantes. Il expliquait que les plantes attribuaient une différente importance et différemment les ressources à leurs organes, comme les feuilles, les pousses ou les organes reproducteurs, selon les conditions environnementales, comme la proportion de lumière qui va atteindre la plante, le contact physique ou l'angle par rapport à la gravité. En gros, on commence à réaliser que les plantes, ça serait plus qu'un bibelot ou un producteur de nourriture et qu'il y aurait une véritable complexité dans leur comportement. Encore aujourd'hui, la communication des plantes est un sujet à controverse, surtout à cause de certains malentendus qui proviennent d'expériences où on a noté une communication des plantes, mais on était dans des conditions qui étaient mal contrôlées. Par exemple, on a reporté dans des articles de journaux des cas où on avait des plantes qui comprendraient les émotions humaines, la parole ou encore des genres de musique sans faire de vérification ou tenter de reproduire les expériences. Il y a aussi un exemple assez cocasse avec la création d'une société scientifique et d'un journal de neurobiologie des plantes. Ils ont tous les deux fini par être renommés d'ailleurs parce qu'on remettait en question la pertinence de tels titres puisque les plantes n'ont pas de cerveau. Encore récemment, en 2018 et 2020, des auteurs se sont posé la question dans leurs recherches de si les plantes pouvaient être dotées d'intelligence et de conscience. C'est donc encore un sujet qui fait débat actuellement. On commence déjà à être bien avancé dans le sujet, mais je crois qu'il serait pertinent de définir c'est quoi la communication. Pour faire ça, je vais vous expliquer c'est quoi les 4 aspects de la communication en psychologie. Premièrement, on a la perception et le partage de l'information en signaux qui traversent l'environnement. Deuxièmement, on a l'interprétation des signaux pour réagir face à la situation, donc une forme de jugement. Troisièmement, on a l'évaluation des conséquences des actions ou inactions qu'on pourrait faire, donc une forme de prise de décision. Et quatrièmement, on va agir en fonction du signal perçu. Ça peut paraître étrange de vouloir appliquer des concepts de psychologie aux plantes, puisque, comme j'ai dit tantôt, elles n'ont pas de cerveau. Et c'est aussi très humain de vouloir appliquer des concepts qui s'appliquent à nous, à des organismes aussi radicalement différents que les plantes. C'est pourquoi maintenant, on va passer en revue différentes facettes de la communication des plantes selon où on pourrait la positionner dans les 4 aspects de la communication en psychologie. Pour communiquer, les plantes doivent tout d'abord partager et percevoir de l'information sous forme de signaux. Les signaux peuvent prendre plusieurs formes, dont on va parler plus tard, mais pour l'instant, retenez qu'il en existe d'origine vivante, donc biotique, et d'origine non vivante, donc abiotique, comme un changement dans la température environnementale, par exemple. Donc, pour qu'on puisse parler de communication chez les plantes, il faut qu'un signal soit produit par une partie spécifique d'une plante et que celui-ci soit perçu par soit une autre partie de la même plante ou par une autre plante. Cependant, il est important de faire la distinction entre la communication et le eavesdropping ou écoute clandestine ou encore espionnage acoustique en français. Même si c'est des termes qui semblent plutôt s'appliquer à des situations avec des signaux sonores, ils peuvent aussi s'appliquer à d'autres situations avec d'autres sortes de signaux. La principale différence entre les deux concepts, c'est que dans le cas de l'espionnage acoustique, la plante qui émet le signal ne va pas nécessairement le faire volontairement ou tirer des bénéfices de la réception du signal par une autre plante, contrairement à une situation de communication à proprement parler. Un peu plus tôt, je disais que c'était très humain d'appliquer des concepts nous concernant aux plantes, même si ce sont des organismes très différents. Je viens même de le faire avec l'exemple de l'écoute clandestine, qui est plutôt un sujet qu'on utilise avec les animaux à la base. Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile de nous comparer avec les plantes au niveau de la communication? Pour trouver une réponse à ces questions, il faut comprendre que les plantes sont constituées d'une grande quantité de sections redondantes, appelées modules. Ces modules sont semi-autonomes et sont capables d'assurer plusieurs fonctions vitales. Par exemple, toutes les feuilles contiennent des phytochromes pour percevoir la lumière. Une plante peut donc se permettre de perdre une ou plusieurs feuilles et continuer de pratiquement aussi bien percevoir la lumière.
En revanche, un humain qui perdrait ses deux yeux serait bien plus embêté. Pour en finir avec l'écoute clandestine et cette section sur le partage et la perception d'informations, il faut bien comprendre que la redondance et donc l'abondance de cellules sensorielles chez les plantes vont aussi les rendre plus susceptibles de faire de l'écoute clandestine que d'être dans une forme de communication bénéfique aux deux interlocuteurs. Les plantes ont évolué pour interpréter différents types de signaux et être le plus avantagés possible pour leur croissance, leur survie et leur reproduction. Pour bien comprendre l'interprétation des signaux chez les plantes, je vais vous expliquer 3 exemples où l'interprétation des signaux peut être particulièrement utile. Tout d'abord, l'interprétation des signaux est utile pour répondre efficacement aux assauts des herbivores et des pathogènes. Pour éviter l'ombre et donc obtenir plus de lumière, les plantes ont souvent besoin d'interpréter plusieurs types de signaux différents par des cellules sensorielles spécifiques. Les plantes vont mettre en œuvre des méthodes d'évitement de l'ombre lorsque, par exemple, il y aura trop de lumière rouge, pas assez de lumière bleue et UV, une réduction globale de la quantité de lumière, un contact physique et ou chimique avec des voisins trop proches et une augmentation de la concentration de volatiles dans l'air comme l'éthylène. Le fait que tous ces signaux mènent à la même réaction de la part de la plante va être à la fois utile pour réagir au bon moment lorsqu'il va manquer d'ombre, mais aussi pour ne pas réagir démesurément si tous les signaux ne sont pas perçus en même temps. Les plantes perçoivent et doivent interpréter des signaux aussi au niveau racinaire. En effet, il va être vraiment important pour les plantes d'arriver à bien distinguer leurs racines du reste de l'environnement dans le sol. Des études ont démontré que peu importe la distance avec le centre de la plante, les racines vont toujours être reconnues, tant et aussi longtemps qu'elles sont toujours attachées au centre. En revanche, il y a quand même des études qui montrent que la reconnaissance des racines par le reste de la plante semble diminuer plus la distance entre les racines va augmenter. Les racines ont aussi souvent à éviter des obstacles durant leur croissance. Et parmi ces obstacles-là, on peut parfois retrouver des racines de plantes étrangères. Et ça va parfois occasionner des réponses agressives de la plante par rapport aux racines étrangères. Mais comment est-ce que les plantes peuvent-elles décider de comment réagir face à la présence d'autres plantes près d'elles? Les plantes jeunes et matures ne réagissent pas nécessairement de la même façon à un signal indiquant un changement environnemental désavantageux. En effet, les plantes matures peuvent se permettre de perdre des tissus comme des feuilles en quantité raisonnable sans trop perdre de valeur adaptative. Aussi appelée fitness, la valeur adaptative correspond à la capacité d'une espèce à transmettre ses gènes au cours de l'évolution. Donc, à quel point cette espèce-là va être favorisée par la sélection naturelle. Les plantes plus âgées vont donc réagir moins fortement lorsque, par exemple, elles vont subir une attaque de faible ampleur. Pour les plantes jeunes, c'est différent. Lors d'une attaque, elles vont investir énormément de ressources pour se protéger parce que la perte de tissu pour elles est beaucoup plus significative. Donc, c'est comme ça qu'elles vont pouvoir, encore une fois, maximiser leur valeur adaptative obtenue par sélection naturelle. Finalement, l'évaluation des conséquences des actions à entreprendre pour les plantes est aussi important lorsqu'il va y avoir des signaux contradictoires perçus en même temps ou des signaux d'attaque différentes qui vont arriver en même temps à la plante. Par exemple, il pourrait y avoir une attaque d'insectes à une plante en même temps qu'un changement brusque dans la lumière reçue. Dans ce type de situation, la plante va prioriser les tissus obtenant des ressources essentielles. La réponse va donc changer selon la disponibilité des ressources dans l'environnement
pour que la plante puisse maximiser sa production et donc sa valeur adaptative. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment la plante va réagir une fois que sa décision a été faite sur la prochaine action à entreprendre. On va voir ça maintenant. Les actions que les plantes peuvent entreprendre sont souvent peu perceptibles par les humains sans équipement de mesure particulier. Elles vont par exemple pouvoir redistribuer leurs ressources différemment au travers de leurs tissus ou encore libérer des molécules dans l'environnement qui vont pouvoir être détectées par d'autres plantes et signaler qu'il y a un danger, par exemple quand il y a un herbivore qui est en train de manger la plante, ou encore, dans certains cas, va même pouvoir affecter les herbivores qui s'attaquent à la plante, ce qui va pouvoir les empêcher de causer plus de dommages à la plante. Ça va vraiment dépendre de la situation et de l'espèce. Je ne vais pas lister ici toutes les réactions possibles que les plantes peuvent avoir parce que ça serait un petit peu trop long et pas tellement pertinent, bien que quand même intéressant. Cependant, il y a quand même deux aspects que je voudrais aborder maintenant. Premièrement, les plantes vont réagir plus fortement aux signaux produits par des compétiteurs, donc d'autres plantes aux alentours, et par des herbivores, parce que la réaction face à ce type de signaux va avoir un plus grand impact sur la valeur adaptative des plantes. Deuxièmement, il y a beaucoup d'espèces qui vont réagir proportionnellement à l'ampleur du signal perçu. Il y a même une expérience qui implique une chenille robotique qui a déterminé que la plante étudiée allait réagir au niveau de son système immunitaire de plus en plus fort, plus la chenille robotique lui faisait subir des dommages au niveau de ses tissus. Maintenant qu'on a vu comment les plantes émettent, perçoivent, interprètent les signaux, en évaluent les conséquences et comment elles agissent en conséquence, on va aller voir plus en détail c'est quoi les types de signaux auxquels les plantes font face. La lumière est perçue par les plantes par différents types de récepteurs. Le plus commun, ça va être le phytochrome, qu'on va retrouver chez la plupart des espèces de plantes. C'est un organite, le phytochrome, donc ça va être une partie des cellules chez les plantes. Un des rôles de ce type de récepteur, ça va être de détecter la présence de compétiteurs dans l'environnement, que ce soit au niveau de la densité de compétiteurs qu'on va avoir dans l'environnement, ou même de la direction où on va pouvoir retrouver ces compétiteurs. L'information du manque de lumière causé par les compétiteurs va même être assez fiable que les plantes vont pouvoir commencer à réinvestir leurs ressources en fonction des compétiteurs qu'il va y avoir autour très tôt dans leur développement avant même de réellement manquer de lumière. Il a aussi été observé que le manque de lumière peut être une information partageable par de l'éthylène qui va être sécrété dans l'air. Les plantes autour percevant ce signal d'éthylène vont pouvoir réagir d'avance au manque de lumière avant même de elles-mêmes subir le stress causé par un manque de lumière. Il va être difficile de déterminer par contre s'il s'agit de communication ou d'écoute clandestine de la part des plantes autour qui perçoivent le signal de manque de lumière. Ça va vraiment dépendre de si la plante émettant le signal va bénéficier ou non de la situation. Par exemple, si les plantes autour, en poussant mieux parce qu'elles vont avoir perçu à l'avance le stress de manque de lumière, bien, ça va faire plus de compétition à la plante ayant émis le signal, donc elle va se retrouver moins avantagée. En parlant de compétition, et salé en plus! Les plantes compétitionnent aussi pour l'eau et les nutriments. Par exemple, l'ambroisie, qui a l'air de ça, va éviter les zones dans le sol qui sont déjà exploitées par d'autres individus en étendant ses racines. On n'est pas certain à 100% des causes de cet évitement, mais il y a quand même deux hypothèses. Premièrement, il est possible que cet évitement soit dû à des signaux émis par les plantes aux alentours, ce qui serait une forme de communication. Deuxièmement,
Il serait aussi possible que ce soit simplement parce que les zones exploitées auraient moins de nutriments que les zones non exploitées et donc les racines seraient encouragées à pousser vers les zones non exploitées qui seraient plus riches en nutriments. Il existe aussi d'autres comportements possibles des racines. Par exemple, celles de certaines espèces vont étonnamment mieux pousser, donc recevoir plus de ressources pour leur développement lorsqu'elles vont pousser près d'autres racines dans le sol. Il existe même des espèces qui vont orienter leurs racines vers les compétiteurs les plus proches. En revanche, les signaux émis par les plantes au niveau de leurs racines sont encore peu connus. Ok, je pense qu'on a compris. Quand on parle de communication des plantes, on va très souvent être dans des situations avec des signaux volatiles. Et les signaux volatiles, ça va être soit des petites molécules portées par le vent ou encore des gaz qui vont être directement dissous dans l'air. Il y a notamment l'éthylène qui est très connu. Et ce type de signaux vont souvent servir aux plantes à partager des informations sur un changement dans l'environnement. Par exemple, dans une situation où une plante subissait un excédent de sel, il a été observé qu'elle a émis de l'éthylène dans son environnement et que les plantes aux alentours, en captant cet éthylène, ont pu réagir à l'avance au manque de sel. Encore une fois, c'est quand même difficile de savoir si ça va plutôt être de la communication ou de l'écoute clandestine. Quand on parle de signaux liés au contact physique, il y a un concept qui est important à comprendre, c'est la mécanostimulation. Ça va tout simplement être une stimulation causée mécaniquement, donc directement par un contact physique. Ici, il n'y a donc rien de lumineux, de gazeux ou quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment directement par le toucher. On connaît plusieurs mécanismes permettant la mécanostimulation chez les plantes, mais on en connaît surtout, ou même presque uniquement, au niveau de grandes structures, comme des petits poils à la surface des plantes permettant de détecter la présence d'insectes. Mais quand on arrive au niveau chimique, on en connaît beaucoup moins. La mécanostimulation est aussi très importante pour la reproduction des plantes. En effet, chez les fleurs, les stigmates, la partie de l'organe femelle recevant le pollen, va se refermer parfois après avoir reçu le pollen. Toujours chez les fleurs, on a aussi les étamines, l'organe mâle libérant le pollen, qui va parfois seulement en libérer après le passage d'un insecte précis pour maximiser les efforts énergétiques en production de pollen de la plante. Les vrilles de plantes grimpantes, comme celle-ci, utilisent le contact physique pour s'élever le plus rapidement possible durant leur croissance et obtenir de la lumière le plus rapidement possible. Je vais parler de l'exemple des plantes grimpantes pour revenir un peu sur les 4 aspects de la communication dont j'ai parlé tantôt. Tout d'abord, il va y avoir une perception d'information des plantes grimpantes avec la mécanostimulation sur la surface sur laquelle elles grimpent. Ensuite, il y a une interprétation des signaux. La plante reconnaît ou va plutôt agir en conséquence de la présence et de la forme de la surface sur laquelle elle pousse. La partie évaluation des conséquences est ici particulièrement floue, comme c'est le cas la plupart du temps chez les plantes, parce que leurs réactions vont souvent être systématiques et directement pour réagir à un changement qui va arriver dans leur environnement. Enfin, ce type de plante va grandir en prenant la forme de la surface sur laquelle elles poussent. On peut donc dire qu'elles vont agir en fonction des signaux qu'elles vont percevoir au cours de leur croissance. Il existe aussi des mécanismes permettant aux plantes de réagir à des signaux mécaniques plus spontanés. Prenons l'exemple du vent. C'est un exemple intéressant parce qu'il va exister dans la nature plusieurs types de réponses très différentes au vent. On a les plantes comme le chêne qui ont évolué pour résister au vent et être plus solides sur leur base pour ne pas plier. Et on va avoir, à l'opposé complet, des plantes comme le roseau qui ont évolué pour plier au vent afin de ne pas briser peu importe la force que le vent va leur exercer.
ça? Les signaux sonores perçus par les plantes vont très souvent être sous forme de vibrations produites par les insectes. Il va être très avantageux pour les plantes d'arriver à bien percevoir la présence d'insectes afin de ne pas subir trop de dommages au niveau de leur tissu et donc d'avoir une réponse immunitaire le plus rapide et précis possible. Il y a par exemple Arabidopsis et le plant de tabac qui vont mettre en œuvre plus de défense immunitaire lorsqu'ils vont détecter les hautes fréquences de chenilles voraces qui sont présentes à leur surface. Les vibrations d'insectes peuvent aussi produire chez les plantes des réactions à l'inverse de la défense. Notamment, les fleurs d'Oenothera drummondi vont produire un nectar plus sucré en présence de vibrations d'ailes d'abeilles ou lorsqu'on a reproduit les mêmes vibrations artificiellement en laboratoire. On a hypothétisé que ce seraient les pétales en vibrant qui seraient les récepteurs de ce signal, mais il n'y a pas de réponse officielle. Il est aussi possible que ce soit les mêmes récepteurs que pour la mécanostimulation qui serviraient à détecter les sons et la vibration d'insectes. Oh non, 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 oh ça non, non, oh non, oh non. Non, 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 non. En plus des signaux physiques et des vibrations, les plantes vont pouvoir faire une reconnaissance chimique pour détecter la présence d'herbivores et de parasites. Encore une fois, ça va être dans le but de déployer des défenses immunitaires avant d'avoir subi trop de dommages à leur tissu. Comme exemple en vrac de situation où les plantes vont faire une détection chimique d'herbivores ou de parasites, on a la présence de salive d'herbivores, les excréments de chenilles, des phéromones de mouches, surtout lors de leur période de reproduction, ou encore le mucus laissé par le passage d'escargots. Maintenant qu'on a abordé les différents types de signaux, on est prêt à avoir des situations un peu plus complexes où les plantes vont communiquer avec d'autres êtres vivants. Pour commencer ce segment, imaginons une situation très commune avec un insecte se déplaçant sur une plante verte. Du point de vue de la plante, le déplacement d'un insecte va souvent être considéré comme une menace, puisque la raison pourquoi celui-ci se déplace sur les tiges et les feuilles de la plante est souvent pour son alimentation. Donc, avec l'évolution, les plantes ont développé les trichomes, des structures servant de récepteurs tactiles en se brisant au passage d'insectes. Il arrive souvent que cette première défense que sont les trichomes ne soit pas suffisante et que la plante subisse quand même des dommages par les herbivores. Cependant, les plantes ont obtenu un autre atout évolutif pour ce type de situation, les molécules volatiles. Ces molécules-là vont permettre aux plantes, quand elles vont en percevoir de la part d'une plante subissant l'attaque d'un herbivore, d'engager des défenses avant même d'avoir elles-mêmes reçu des dommages. C'est le cas pour les tomates, par exemple. Ça va même être un exemple particulièrement intéressant parce que les tomates vont être capables de percevoir un alcool sous forme de molécules volatiles et de le transformer en glycoside, qui va être une molécule permettant de lutter contre la présence de certains herbivores, dont ces voraces chenilles. Les molécules volatiles, ajoutées aux signaux visuels, olfactifs, gustatifs et tactiles, vont aussi servir à attirer des insectes pollinisateurs. Cette variété de signaux obtenus dans l'évolution s'explique parce que les plantes, lors de la floraison, vont être en grande compétition. D'ailleurs, les plus efficaces vont généralement être les signaux visuels et olfactifs les plus flamboyants. En effet, dans la nature, les insectes vont être présents en quantité limitée comparée aux fleurs. Par exemple, si on pense aux arbres qui vont en produire des fleurs en quantité astronomique pour maximiser leur effort reproducteur.
Pour revenir sur la spécificité des signaux des fleurs à leurs insectes pollinisateurs, un très bon exemple, c'est les orchidées, comme on peut voir un exemple ici. Les orchidées vont avoir des structures spécialisées pour coller du pollen directement sur l'insecte pollinisateur qui va venir chercher du nectar. Malheureusement pour les retardataires, il peut arriver que les signaux des fleurs ne soient pas totalement honnêtes, dans le sens qu'elles vont continuer d'émettre les mêmes signaux, même si les ressources en pollen et nectar ont déjà été épuisées par d'autres pollinisateurs. Mais, une fois que les fleurs vont être fécondées, elles vont quand même généralement diminuer la quantité de signaux qu'elles vont émettre parce qu'elles ne vont pas vouloir qu'il y ait autant d'insectes qui affluent à la fleur pour qu'elles puissent correctement faire la production des graines et des fruits. Il y a aussi beaucoup d'échanges entre les plantes et d'autres êtres vivants au niveau des racines. D'ailleurs, ça va être la zone des plantes où la présence d'autres êtres vivants, souvent microscopiques, va avoir la plus grande influence. C'est d'ailleurs particulièrement le cas avec les bactéries et les mycorhizes, des champignons microscopiques. D'ailleurs, c'est de ceux-là dont on va parler en premier. Le rôle principal des champignons mycorhiziens va être d'aller augmenter l'efficacité des racines pour aller puiser l'eau et les nutriments dans le sol. Elles augmentent l'efficacité des racines en ajoutant des filaments minces avec une grande surface de contact qui vont loin dans le sol et qu'on appelle mycélium. En échange, les mycorhizes vont obtenir des sucres et des lipides produits par les plantes grâce à la photosynthèse, processus qui est impossible pour les champignons. Ici, il y a quand même une nuance à apporter quand on parle d'échange, parce que les plantes et les mycorhizes vont pas échanger des ressources volontairement. L'évolution les a simplement rendus codépendants des surplus l'un et de l'autre, parce que c'est ça qui offrait la meilleure valeur adaptative. Il y a un rôle secondaire du mycélium qui va particulièrement nous intéresser dans le contexte de cette longue vidéo sur la communication des plantes, c'est la connexion entre deux plantes d'une même espèce ou d'espèces différentes dans le sol par les racines. En effet, les réseaux mycorhiziens permettraient parfois de partager de l'information entre les plantes à propos d'herbivores et d'attaques de pathogènes. C'est notamment le cas pour les plantes de tomates. On en a déjà observé devenir résistantes à un champignon pathogène sans y être directement exposé, alors que le plant était connecté par des mycorhizes à d'autres plantes contaminées. Pour que la plante puisse interagir depuis ses propres cellules avec les mycorhizes, elle va employer les strigolactones, un type de molécule stimulante. Cependant, ces molécules ne serviront pas seulement à la communication entre les plantes et les mycorhizes, mais seront aussi écoutées clandestinement par des plantes parasites. Pour maximiser leur croissance, les plantes parasites peuvent germer dans des zones avec des plus grandes concentrations en strigolactones, parce que ça va être un indice d'une plus grande quantité de nutriments disponibles que la plante chercherait normalement à allouer à ses mycorhizes. J'en dirai pas plus aujourd'hui sur les mycorhizes, mais sachez que c'est un sujet très vaste et encore très étudié aujourd'hui qui pourrait mériter sa propre vidéo. Bref, on passe au prochain sujet, c'est-à-dire les bactéries bénéfiques pour les plantes. Tout d'abord, il faut savoir que les plantes ont besoin d'azote. C'est un nutriment essentiel pour une myriade de fonctions et de structures cellulaires. Malgré le fait qu'on en ait environ 70% dans l'air, c'est quand même un nutriment qui va être très difficile d'accès. Pourquoi? C'est parce que l'azote gazeux, N2, est très stable et impossible à exploiter directement pour les plantes. C'est là que nos bactéries entrent en jeu. Les bactéries fixatrices d'azote, en plus de bien porter leur nom, vont en gros fixer l'azote dans le sol et le rendre accessible aux plantes. Il y a des étapes intermédiaires, mais on ne rentrera pas dans ces détails-là aujourd'hui. Pour maximiser leur accès à l'azote,
Les plantes ont évolué la capacité d'attirer des bactéries fixatrices pour qu'elles se fixent à leurs racines grâce à des molécules comme les flavonoïdes et les bétaïnes. Certaines espèces, comme les légumineuses, vont se spécialiser dans la fixation d'azote et vont former des nodules qui ont de l'air de ça, qui vont être des zones de forte concentration en bactéries fixatrices d'azote. Ici, on va avoir un cas très intéressant de communication entre les plantes et d'autres êtres vivants. Au départ de la formation des nodules, les plantes considèrent les bactéries comme étant pathogènes par défaut. Cependant, lorsqu'elles reconnaissent que c'est le bon type de bactérie, elles suppriment leur défense immunitaire pour faire une symbiose et exploiter la capacité de ces bactéries à fixer l'azote. Cet affaiblissement du système immunitaire va quand même être un gros compromis pour les plantes parce que ça va les rendre momentanément plus vulnérables aux pathogènes. Une fois les bactéries fixées, les plantes vont récompenser les sections de racines qui ont la meilleure production de produits azotés en leur attribuant plus de ressources comme les sucres. Elles vont en même temps diminuer l'apport en ressources pour les sections moins productives. Une fois de plus, la plante cherche à maximiser ses investissements énergétiques pour s'assurer une meilleure valeur adaptative. On commence à avoir fait le tour de ce dont je voulais vous parler sur la communication des plantes, mais il reste quand même un sujet dont je voudrais aborder rapidement quelques aspects, la mémoire des plantes. Lorsqu'une plante veut enclencher son système immunitaire, ça va lui demander une grande dépense d'énergie. C'est pourquoi, avec l'évolution, les plantes ont développé la capacité de seulement réagir lorsqu'elles avaient une accumulation de stimulation nécessitant une attention particulière et donc d'enclencher leur système immunitaire. Ce phénomène implique que d'une certaine façon, les plantes peuvent stocker de l'information à court terme sur des perturbations récemment ressenties. Des études ont même fourni des exemples de mémoire à plus long terme par rapport à la quantité de lumière reçue, par exemple. C'est quand même particulier quand on prend en considération que les plantes n'ont pas de système nerveux. Par contre, le terme mémoire attribué à des plantes, c'est quand même à prendre avec des pincettes. Je la comparerais plus à la mémoire d'un fémur gardant la marque d'une fracture après s'être ressoudé, s'être resolidifié à cet endroit-là. Et maintenant, c'est parti pour la conclusion. On est encore loin de tout connaître sur la communication des plantes. Un aspect sur lequel les chercheurs se penchent encore aujourd'hui, c'est à quel point le partage de signaux, donc la communication des plantes avec d'autres espèces de plantes ou autres dans leur environnement, va augmenter leur valeur adaptative. Ce serait important à déterminer parce que si c'est le cas, donc que la communication augmente la valeur adaptative, ça voudrait dire que l'évolution favoriserait la communication des plantes. Il serait donc possible que dans le futur, il y ait des formes de communication de plus en plus complexes chez les plantes. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir encore besoin de beaucoup de changements évolutifs avant qu'on puisse dire « les plantes parlent ». Malheureusement, il va être très ardu pour les biologistes de s'assurer de si le partage de signal, surtout quand c'est avec d'autres espèces, va augmenter la valeur adaptative. Imaginons un cas simple avec la plante A de l'espèce A et la plante B de l'espèce B qui échangent mutuellement des signaux sous forme de molécules volatiles. Déjà dans cette situation, c'est compliqué. Premièrement, il existe plusieurs critères montrant qu'une plante a une meilleure valeur adaptative comme la croissance, le développement des racines, la production de fruits ou la production de molécules permettant de se défendre face aux menaces extérieures. Bien évidemment, ces critères peuvent aussi se contredire entre eux, sinon ça serait bien trop facile. Puis deuxièmement, il y a plusieurs mesures, souvent à long terme, qui vont être nécessaires pour déterminer s'il s'agit réellement de communication entre les deux plantes et que les deux vont bénéficier aussi d'une meilleure valeur adaptative.
Ça, c'était pour la situation la plus simple possible. Donc, quand on arrive dans une situation réaliste où on va avoir plusieurs individus de plusieurs espèces différentes qui vont former un réseau, là, ça va devenir vraiment difficile pour les chercheurs de savoir si chaque plante va avoir ou non une augmentation de sa valeur adaptative lorsqu'il y a la présence de signaux environnants qui peuvent être détectés par les plantes. Le plus important à garder en tête, c'est que le mutualisme entre les plantes, c'est seulement un produit secondaire pour les plantes qu'elles vont pouvoir obtenir après avoir maximisé l'utilisation des ressources dans leur environnement, parce que c'est seulement une fois qu'elles ont pu exploiter tout ce qu'elles pouvaient exploiter qu'elles vont avoir la possibilité d'en partager aux autres plantes environnantes. Il peut sembler contre-intuitif que l'évolution ait pu favoriser un partage d'informations entre les plantes, étant donné que les voisins directs les plus proches des plantes vont être leurs principaux compétiteurs pour des ressources essentielles comme les nutriments du sol ou encore la lumière du soleil. Une explication possible serait que la sélection naturelle favoriserait la perception d'informations chez les plantes, donc aussi la capacité de réagir en fonction des changements dans l'environnement, et que le partage d'informations serait juste inévitable. Une explication alternative serait que l'évolution aurait favorisé les signaux honnêtes émis par les plantes, c'est-à-dire des signaux qui sont cohérents avec un changement dans l'environnement. Et ça pour les tissus d'une plante, donc à l'intérieur de son propre corps, si on peut le dire comme ça, et aussi à ses descendants, parce qu'ils vont partager les mêmes gènes, ce qui va être avantageux au cours de l'évolution. Comme j'ai dit au début, non, les plantes ne parlent pas, mais elles communiquent, même si c'est de manière très différente que les humains ou les autres animaux. C'est un sujet qui manque d'études, puis il serait pertinent qu'on en fasse plus pour mieux connaître les coûts et les bénéfices de tous les types de communication chez les plantes. Un autre exemple de comment les plantes sont différentes de nous, c'est de constater comment elles vont gérer la présence d'un prédateur. Bien souvent, elles vont prioriser leur accès aux ressources, aux défenses contre le prédateur. Pour réaliser comment ça serait farfelu une situation comme ça pour un animal comme nous, je vais me permettre une comparaison quelque peu absurde, puis on va finir le sujet d'aujourd'hui avec ça. C'est comme si tu avais un lion devant toi sur le point de bondir, puis tu préférais prendre le temps de manger la cuisse de poulet que tu avais dans tes mains parce que tu avais faim, plutôt que de t'enfuir du lion sur le point de bondir. Bon, c'est ça qui est ça pour la communication des plantes et autres sujets que j'ai abordés tant qu'à être dans le thème. Merci beaucoup d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout et j'espère que vous avez pris autant de plaisir à le regarder que moi à le faire. Je tiens aussi à remercier chaleureusement Kellyanne et Victor pour leur participation, ainsi que tous les auteurs dont j'ai tiré des informations de leurs articles pour vous produire cet épisode. Je voudrais aussi dire un gros merci à Richard Carbon, l'auteur de la revue de littérature Plant Communication, sur laquelle je me suis basé pour la rédaction de cet épisode. Il y a aussi Susan Simard, qu'on a vu au début de la vidéo, qui fut une des sources d'inspiration pour cette vidéo. Et pour finir, mettez un commentaire pis tout si vous êtes intéressé à avoir d'autres contenus de ce type et on se retrouve à une date ultérieure pour le prochain épisode de C'est-tu vrai?